Bonjour tout le monde, bienvenue à la balado-diffusion du Bulletin F1. Je suis votre animateur, Abdoussal. Normalement, je suis supposé ouvrir l'épisode avec un hommage à un pilote ayant porté le même numéro que l'épisode actuel. Normalement, ça aurait été Felipe Massa cette semaine, mais je vais remplacer cela par un éditorial. Ce qui est rare, mais en fait, c'est la première fois que j'en fais. La course automobile est un sport dangereux. Je pense que vous le savez déjà. Même les participants de ce sport sont au courant des dangers liés à cette pratique. Sur les billets que vous achetez et sur les accréditations que les médias et les VIP obtiennent, c'est clairement indiqué. Le sport motorisé est dangereux et bruyant. Je ne l'invente pas, j'ai encore mes billets du Grand Prix du Canada 2019 et des éditions antérieures. On veut nous le rappeler, mais surtout le préciser pour les néophytes du sport automobile, car ce détail important a été souvent ignoré au fil des ans. J'ai 26 ans, j'en aurai 27 le même jour que Gilles Villeneuve a remporté sa première victoire en Formule 1, ça vous donne une petite idée. Mais je suis la F1 depuis le milieu des années 90. Des accidents effroyables dans cette catégorie, j'en ai vu beaucoup. Au fur et à mesure, au fur et à mesure, en fait, je me suis intéressé aux autres disciplines. L'IndyCar, le NASCAR, l'endurance, la Formule 1 et très récemment la MotoGP et les voitures de tourisme, les GT. J'ai été exposé aux horreurs que la course automobile nous offre. J'ai vu Jules Bianchi heurter une grue sous une pluie battante à Suzuka en 2014. J'ai assisté en direct au carambolage monstre en IndyCar à Las Vegas en 2011, réclamant la vie de Dan Weldon, vainqueur des 500 000 d'Indianapolis quelques mois plus tôt. Même histoire pour le pauvre Italien Marco Simoncelli, toujours en 2011, lors d'une épreuve en Malaisie, dont les images de son corps gisant sur la piste, sans son casque et avec sa magnifique chevelure laissée à découvert, m'a glacé le sang. Je ne veux aucunement revenir sur le crash très horrifiant de Greg Moore en série 4 en 99 à Fontana, en Californie. Et puis, je suis tombé sur l'accident fatal du pilote français Antoine Hubert lors de la course feature de Formule 2 le 31 août dernier à Spa. Un jeune pilote de 22 ans, bourré de talent, nous a quittés dans un carambolage ayant laissé Juan Manuel Correa sérieusement blessé au pied et avec une blessure mineure à la colonne vertébrale, en plus de Giuliano Alesi qui s'en est sorti indemne, mais qui a eu un peu de mal à dormir et dont son père, Jean Alesi, ex-pilote de Formule 1, a fondu en larmes lorsque son fils s'est couché durant la nuit avec lui. Je souhaite à Correa de guérir le plus vite possible et que la douleur, autant physique que mentale qu'il a, puisse disparaître le plus vite possible. Une mort d'une tristesse infinie, car perdre un pilote durant une épreuve est, heureusement, moins évident que lors des belles années du sport automobile. Des pilotes tués dans des décennies 50 à 90, c'était quelque chose qui se produisait très souvent. Il a fallu qu'on perde Ayrton Senna, dans le cas de la Formule 1, pour rendre la pratique du sport motorisé plus sécuritaire. Même si Sir Jackie Stewart, dans les années 60, a fait sa part. Malheureusement, ça n'a pas empêché l'Écossais de voir Jochen Rindt se tuer à Monza en 1970 et pire, son meilleur ami, François Sévère, trouver la mort à Watkins Glen en 1973 à l'aube de ce qui aurait pu être la 100e course de Stewart, puisque, en effet, à la suite de l'annonce de la mort de Sévère, il a décidé de prendre sa retraite. Il y a eu plusieurs innovations servant à protéger l'individu dans un bolide allant à plus de 300 km/h, comme le Hans qui protège le casque afin que le cou ne soit pas blessé lors d'un choc, et surtout le Halo pour éviter qu'un pilote reçoive un débris en pleine tête, comme ce fut tristement le cas pour Justin Wilson à Pocono en 2015 lors d'une course d'IndyCar. Cependant, pour certains fans,
L'esthétisme ou la tradition passent bien avant la sécurité de leur pilote favori. Oh, le hello, c'est laid. On ne va pas reconnaître le pilote dans la voiture. Ça dénature le sport. C'est leur opinion, d'accord, oui. Mais ils doivent réaliser que cette mesure sécuritaire peut être très utile à n'importe quel moment. Et on l'a vu à quelques reprises, dont lors de ce 31 août fatidique, avec Sean Gallagher, qui a vu son halo agir comme bouclier alors qu'il recevait des débris de ce crash ignoble. On peut dire que, de nos jours, la course automobile est plus safe qu'il y a plus de 20 ans. Mais ce n'est pas vrai que le facteur danger va disparaître pour autant. La perte d'Antoine Hubert nous fait réaliser que les pilotes que nous supportons pratiquent un sport extrêmement dangereux et que ça prend du courage pour conduire à de telles vitesses, en plus d'encaisser des forces G hallucinantes. Lewis Hamilton, comme il l'écrit sur sa story Instagram, a raison. Antoine est un héros, comme lui, comme ses rivaux et comme tous ceux qui aspirent à piloter en Formule 1 ou dans une autre catégorie de haut niveau. Il faut savoir les respecter, pas les dénigrer pour quoi que ce soit, comme on le fait pour Lance Stroll, Romain Grosjean, Pastor Maldonado ou bien même pour Max Verstappen. Des accidents qu'ils causent, ça arrive et cela va arriver. Personne n'est immunisé de cela. Mais de venir célébrer un crash comme si c'était un but marqué au hockey ou au soccer, ou pour même un toucher au football, puisque au moment d'enregistrer, c'est le début de la saison de la NFL, c'est complètement ridicule. Ça ne se fait pas car il y a des chances que le pilote accidenté se soit fait mal, ce qu'on ne souhaite pas. Le Grand Prix de Belgique est maintenant derrière nous, un pilote en moins qui, triste ironie, portait le numéro 19 comme l'épisode d'aujourd'hui. C'est pour cela qu'on dédie cet épisode à Antoine Hubert, qui avait l'étoffe de devenir un bon pilote de Formule 1, qui sait. Avec un titre de champion de GP3 qui n'existe plus et qui est devenu la Formule 3 l'année dernière, et de Formule 4 française en 2013, Hubert s'est déjà fait un nom à son année recrue en Formule 2 cette année. 2 victoires, une à Monaco et l'autre à la maison en France, ça ne s'achète pas. Si la famille et les proches de cet homme de 22 ans ont perdu un être brillant, sympathique et humble, la course automobile, elle, a perdu une étoile montante. Comme le dit si bien l'adage de Show Must Go On, on passe à la prochaine épreuve, le Grand Prix d'Italie qui a lieu la fin de semaine prochaine et qui est une célébration de la course automobile avec tous ces tifosi, ces partisans de la Ferrari vêtus de rouge. C'est l'heure de passer à autre chose, c'est l'heure d'apprécier le sport automobile tel qu'il est, peu importe ses défauts et surtout, peu importe les qualités qu'elle nous offre. L'équipe du bulletin F1 va offre ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches d'Antoine Hubert en ces moments très, très difficiles actuellement. Alors, au menu cette semaine, on va revenir justement sur le Grand Prix de Belgique en Formule 1 et on va revenir aussi sur une note beaucoup plus légère sur le marché des transferts qui s'est activé quand même avant le retour en classe. Donc le retour en Formule 1. Et parlant de retour en classe, on accueille quelqu'un qui lui aussi faisait son retour, Brian Wimet, salut. Salut Abdou, ça va bien? Ouais, ça va bien, toi? Oui, ça va. Le retour à l'école, comme d'habitude, ça a été quelque chose qui est quand même qui a été rough, mais nous voilà sur la routine, nous voilà sur la mi-saison, hein, parce que la mi-saison vient de s'entamer avec la deuxième demi de saison vient de s'entamer avec le Grand Prix de Bretagne. De Belgique. Non, de Belgique, pardon, de Belgique, excuse-moi. Et ça commence bien, ça commence très bien. Oui, oui. Ça commence très bien en termes de Formule 1, évidemment, parce que, évidemment, Mhm. avec tout ce qui s'est passé samedi, ça a, disons, jeté
Ça a été une ambiance vraiment noire, mais la course en tant que telle était vraiment bonne. Alors, sans plus tarder, mesdames et messieurs, on va démarrer nos moteurs, et c'est un départ. Alors, on revient sur ce Grand Prix de Belgique, 13e manche du championnat du monde de Formule 1, qui aura été l'affaire, en fait, de Ferrari. Et on peut le dire, C'est finalement, victoire de Charles Leclerc à sa troisième tentative. Il a gagné exact. exactement, oui, une belle victoire devant Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, les deux Mercedes qui montent sur le podium. Sébastien Vettel termine quatrième. Le petit nouveau chez Red Bull, Alex Albon, termine cinquième. Quelle course! On va en reparler d'Albon un peu plus Oh oui, tard. c'est sûr qu'on va en repasser, c'est sûr, c'est sûr. Ok, oui. Sergio Perez sur la Racing Point sixième. Daniel Kvyat sur la Toro Rosso septième. Nico Hülkenberg huitième. Pierre Gasly qui en était à son retour, c'est Toro Rosso après sa relégation, neuvième, donc 2 points. Et Lance Stroll dixième. Si vous vous demandez où se trouve Max Verstappen, eh ben, sa course... Oh. Ouais. Tu veux nous en parler, Brian? Ouais, je vais t'écouter, je vais t'écouter. Ok. Ben, premier virage, premier tour, s'accroche avec Kimi Raikkonen. Raikkonen se retrouve avec deux roues sur le sol, deux dans les airs. Et ensuite, quelques mètres plus tard, à Eau-Rouge, Verstappen s'est retrouvé dans le mur. Fin des émissions pour le Hollandais, ben, qui est natif de Belgique. Donc, c'était une première c'était une course à domicile pour Verstappen qui s'est terminée après quelques mètres. Raikkonen, Il faut lui, rappeler, il faut rappeler à nos auditeurs que le premier virage d'après la ligne de départ en Belgique, c'est un virage qui est très 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 serré, voire quasiment un demi-tour, un virage en U littéralement. ouais. Puis Verstappen a été très 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 agressif. J'avais vu une citation de Nico Rosberg disant que Verstappen était revenu à ses anciennes habitudes, ses anciennes mauvaises habitudes, étant un petit peu trop agressif. Et malheureusement, Rosberg a raison parce que Ouais. l'attaque sur Raikkonen était très 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 sauvage. Oui, exactement. Puis ça me fait penser un peu à ce qu'il avait fait en 2016 quand Raikkonen était chez Ferrari, justement. C'est presque un copier-coller parce que Verstappen est arrivé vraiment à l'intérieur. Puis Raikkonen, disons, avait sa trajectoire de course. Et puis, tes deux pilotes ne peuvent pas rentrer dans la même ligne. Verstappen, je suis d'accord avec toi et avec Nico Rosberg aussi, a été un peu trop agressif. Il a payé de ses conséquences avec sa course terminée au rouge. Et ça aussi, c'est ce qui signifie aussi la fin de sa séquence de course dans le top 5 consécutive qui avait commencé à Montréal l'année dernière. Il avait fini au moins dans le top 5 à toutes les courses depuis. Et il avait même complété toutes les courses d'ailleurs. Donc, fin des émissions pour Mhm. Verstappen avec ça. Un peu trop agressif aussi. Et Raikkonen qui, on sait, s'était fait mal pendant l'été. Une douleur musculaire. Ça ne l'a pas vraiment aidé cet accident. Ça a ruiné sa course dès le premier tour. Il n'a jamais été en mesure d'aller se battre pour les points. Donc, c'est ce qui explique pourquoi Verstappen n'est pas dans les points. On va parler tout de suite de Charles Leclerc. Finalement, la troisième fois, c'était la bonne, parce qu'on se souvient, Ouais, euh, les deux fois où il était parti en pôle, il s'en allait vers la victoire, mais à chaque fois, dans les derniers tours, il a perdu le Grand Prix. si on se rappelle en Autriche, si on se rappelle la dernière course de Leclerc, où est-ce qu'il gagnait, où est-ce qu'il menait la course et
et s'est fait dépasser par la Red Bull de Verstappen en Autriche. Ça fut la deuxième fois et là la troisième fois fut la bonne. Faut s'en dire que c'était Spa a toujours été un circuit Ferrari et Spa était était le terrain de jeu des Ferrari cette fin de Oui, semaine. oui. Euh, les Ferrari dévoraient les Mercedes, les Red Bull et les autres écuries qui étaient là en fin de semaine. C'était des bons temps. En plus, en qualification, c'était des secondes, voire de plus que les que les que les Mercedes, excuse-moi. Ouais. Si on voit, mettons, si on compare, mettons, en Q2, en Q1 et en Q2, ben, Vettel et Hamilton avaient 1 seconde et 1 de différence d'écart. Oui, ok, je comprends que on est en Q1, rien n'est joué encore, mais quand même, ça démontre que Ferrari était puissant, puis ils ont gardé la même tangente toute la fin de semaine. Oui, exactement. Puis moi, j'ai pas regardé les qualifications, évidemment, parce que je n'étais pas là. Mais je dois dire que la course Leclerc, comme, il a été comme un métronome, mais sa gestion des pneus était vraiment remarquable, je trouve. Je sais que Mhm. Hamilton l'a rattrapé dans les derniers tours parce que la Mercedes est bonne pour être vraiment douce avec les pneus. Oui. Mais non Hmm. seulement ça, c'est que Hamilton avait des pneus plus frais que Leclerc. Si on se rappelle bien, Leclerc avait fait son premier arrêt au puits euh, euh, avant Vettel et avant Hamilton d'environ 5 ou 6 tours approximativement. Fait on voyait vraiment la différence qu'Hamilton était plus sur des pneus plus frais, avait une attaque un petit peu plus agressive et que sur les lignes droites, les Ferrari devaient se tenir un petit peu les fesses serrées parce que on voyait que il y avait une des flèches d'argent qui les rattrapait quand même assez rapidement. On se rappelle aussi que Vettel a dû céder sa place à Hamilton justement parce qu'Hamilton les Mercedes sont allés sur une stratégie un peu téméraire mais qui ont fonctionné pareil. Vettel a carrément laissé sa place sur la droite en montant au rouge et ça fut facile pour Hamilton. Maintenant, le deuxième défi, c'était de passer à travers Leclerc avec des pneus plus frais, sans trop abîmer ses pneus. Puis on voit que la dégradation a quand même été pareille si on compare les deux voitures, mais que la Mercedes avait un léger avantage. Ouais, exactement. Je dois dire quand même. Écoute, si cette course avait duré peut-être 5 ou 6 tours de plus, ben je Même pense pas, même que... pas, même pas, même pas, même pas, même pas. Même pas? Un tour de Ouais. plus, puis c'était Hamilton qui remportait la course. Ouais. Ils ont terminé avec 0,9 secondes d'écart, là. 0,9 secondes, Wow. ça se rattrapait en ligne droite, là. Ouais, non, ça c'est clair. Donc Hamilton, là, vraiment, a fait le travail qu'il fallait, mais c'est juste dommage que cette course ait duré 44 tours. Parce que moi, je dois dire, quand j'ai Un regardé... 45e, Oui, oui, vas-y, Brian. un 45e aurait été la fin pour Charles. Oh oui, clairement. Mais je dois dire, chapeau chapeau à Leclerc d'avoir gardé la tête froide, d'être resté concentré parce que c'est clair que dans les circonstances, bon, il a perdu son bon ami. Euh, Là, il était vraiment dans une genre de pression de remporter une course où Ferrari avait clairement l'avantage, parce qu'on sait que l'autre, ça va être justement en Italie la prochaine. C'est un circuit de vitesse, surtout le premier secteur. Donc, quand j'ai vu Hamilton dans le deuxième secteur être plus rapide, je me suis dit, bon, c'est peut-être fini pour Leclerc, mais ce qui l'a un peu sauvé, là, c'est l'accident de Giovinazzi dans le dernier tour à Pouhon. Tu sais, le double droite, là. Non, double gauche, excuse-moi. Mhm. Dans le double gauche, là, Oui, l'accident de Giovinazzi dans le dernier tour, là, c'est ce qui a un peu sauvé Leclerc exact. aussi. Donc, vraiment, je dois dire, cool, relax, concentré, exactement ce que Leclerc a fait, puis il montre de la maturité. Puis, moi, je dois dire aussi, pour parler un peu de Vettel,
il n'était pas dans le rythme, mais il a fait le travail. C'est sûr que, comme on l'a dit, un tour de plus, puis c'était fini pour puis c'était fini pour Leclerc. Mais n'eût été de toutes les tentatives de Vettel d'essayer de bloquer non seulement Hamilton, mais Bottas aussi, là, dans certains moments, là. Ben, c'est ce qui a un peu aidé Leclerc à gagner, hein, tu trouves pas? Euh, oui, je suis tout à fait d'accord. Ouais, non, c'est ça, parce que je sais que justement Rosberg a dit, bon, Vettel a agi en Barrichello, comme disant il a agi comme numéro 2, mais c'est juste parce que Vettel n'avait pas le rythme en fin de semaine. Il y en a même Je qui pense, je disent, pense que c'est une question de circonstance aussi avec. Je pense que c'était une question de circonstance aussi avec Vettel, puis la différente stratégie que les Ferrari aborder au rouge, puis que Mercedes, je pense que se sont très bien adaptés à la stratégie de Mercedes, de Ferrari. C'est ce qui a ouais, été un avantage pour eux. oh oui, exactement. Puis imagine si une telle situation arrivait là, comment je dirais, une telle situation arrivait à Monza, là. Je sais qu'ils annoncent la pluie en fin de semaine, mais imagine si c'était sec, là, je pense que Ferrari aurait perdu le Grand Prix. Mm, effectivement. Oh oui, clairement. On va pas... Définitivement. Oui, vas-y. Définitivement. Oh oui, Excuse-moi. exactement. Oh, il n'y a pas de problème. Moi, je dois dire aussi, Hamilton, parce que j'ai vu qu'il a eu un accident lors des essais libres du Oui, samedi. exact. En Q3, on se rappelle bien en Q3. Hamilton perdu. En fait, c'était une question de understeer. En fait, le devant a tourné, mais l'arrière n'a pas suivi. Ah, ok. Vraiment, Hamilton a tout tenté pour essayer de rattraper, mais il était déjà trop tard. Ça s'en allait directement dans le gravel et il a percuté le mur. Il se sentait tellement mal parce qu'on se rappelle en Q3, en pratique 3, c'est à moins de 2-3 heures, pas plus de Q1. Donc, démonter la voiture, remonter la voiture, à voir s'il y a des nouvelles pièces, si les pièces sont changeables. C'est un travail qui a été ardu pour les mécaniciens de Oh Mercedes, oui. mais ça a été un chef-d'œuvre. Oh oui, vraiment, félicitations à Mercedes pour tout ça. Puis en même temps, ça prouve pourquoi Hamilton est le meilleur pilote. Parce que réussir à se Mm, qualifier, quoi, troisième sur la grille, puis finir deuxième à même pas une demi-seconde de la victoire, là, ça prend du guts. Ça prend des guts. Puis Hamilton, là, ce qu'il a fait, c'est ce qu'on appelle un masterclass. Malgré tout. mhm. Malgré tout. Quant à Valtteri Bottas, ben, une course un peu en retrait, je trouve. Lui non plus, comme Vettel, n'était pas dans le rythme, mais je dois dire troisième dans les circonstances, c'est le maximum qu'il pouvait faire. Tu trouves pas? Mhm. Oh, Ouais. oh oui, moi je suis d'accord parce que Bottas, oui, oui, on va en parler un peu plus tard de Bottas, où il a un nouveau contrat, mais t'sais, il est un peu il est un peu le Bottas de l'année dernière à un certain moment, ou bien même en 2017 où il était un peu plus en retrait, mais ça, je pense que au fur et à mesure que Hamilton prend du galon, là, qu'il commence à mieux comprendre la voiture, Hamilton est intraitable. C'est juste ça. C'est Mhm. juste ça. Mhm. J'ai envie On va parler justement de intraitable. Alexander Albon, cinquième. Euh, Quel premier Grand Prix. Puis il faut... C'était une remontée, c'était une remontée remarquable de la part de Alex Oui. Albon, seulement 10e dans la qualification des pilotes avec 26 points. On s'entend Oh, je pense qu'on a... que là, ce pilote-ci, je suis, Oups, je pense que... tu m'entends? Oui, je t'entends bien là. Désolé, ça a coupé un petit peu. Brian? Ok. Il faut Ok. que je dise que, oui,
Oui, Faut que je vas-y. dise que Alex Albon a eu une très, très belle fin de semaine. Oui, en qualification, ça a été dur. Oui, n'a pas pu se qualifier en Q2 dû à l'incident de Kubica en Q1. Si on se rappelle bien, Kubica en Q1, son moteur s'est enflammé. Oui, En j'ai fait, vu un ça. gros panache de fumée qui a mis fin Ouch. à la session. Fait en Q2, vraiment, on n'a même pas pu... attends, c'était-tu... Stroll? C'était... Non, 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 non. C'était un des moteurs Mercedes, mais je ne pense pas que c'était les Williams. C'était... euh, Ben, je sais il y avait... que... Ben, en fait, je sais qu'il y avait une Racing Point lors des essais du vendredi qui avait dû s'arrêter sur les côtés parce que ça commençait à s'enflammer. Puis t'avais justement Lance Stroll qui avait dit que Oui, sa voiture, ben, qui sentait un peu ça sentait un peu le feu derrière. Si, je sais pas si c'est exact. ça. Ouais, oui, exact. C'est ça. Il y a eu une circonstance qui a fait en sorte que Albon n'a pas pu terminer en haut de 14e, en fait, en Q2. Euh, mais on s'entend-tu que la remontée que Albon a eue de 14e à 5e durant la course a été une remontée remarquable. Oui, oui, moi j'ai trouvé impressionnant. Puis tu vois, je sais que Daniel Kvyat a dit aujourd'hui même, ben, jeudi au moment d'enregistrer, que ça, que lui n'était pas impressionné par Albon parce qu'il est resté derrière. Mais Albon, lui, a été très intelligent, je trouve, parce que il a bien géré ses pneus parce que lui il partait en médium, vu qu'il partait de loin et parce qu'il avait une pénalité de grille à cause de changement de moteur. Mais tu vois, Exact. il a réussi à finir la course en force, mais surtout son dépassement sur la droite du Kemmel, sur Perez, les deux roues Ah oui, oui, dans oui, oui, l'herbe, oui, là. oui. Parfait. Parfait. Sinon, on voit que là, Verstappen va peut-être falloir qu'il attache sa tuque, là. Ouais, mais je suis pas sûr que Albon va vraiment être du même niveau que Du Verstappen. même ni- Non, c'est sûr, mais on s'entend que c'est un challenge pareil. Là, c'est peut-être un petit warning, de dire, oh, finalement, moi, j'ai un copilote qui se réveille, là. Oui, exactement. Puis en plus, Albon se bat avec Gasly et Daniel Kvyat pour un volant l'année prochaine. Parce que oui, on parle beaucoup de la relégation de Gasly, mais peut-être que Gasly va revenir chez Red Bull l'année prochaine. Parce que Red Bull a déjà les données de Kvyat. Ils ont déjà celle de Mhm. Gasly pour la première Mhm. partie de la saison. Puis ils vont obtenir celle d'Albon jusqu'à Abu Dhabi. Donc, ça va être un challenge à 3 pour le volant pour le deuxième volant chez Red Bull. Donc, c'est vraiment une compétition à l'interne, on Mhm. va dire. Puis Albon vraiment a marqué des gros points aux yeux d'Helmut Marko. Donc, Exact. Vraiment impressionnant pour Alex Albon. J'espère que ça va continuer à Monza parce que moi je dois dire Mhm. de ce qu'il m'a vu, de ce que j'ai vu, de ce qu'il a montré, s'il continue comme ça, ben je pense qu'il aura le volant l'année prochaine chez Red Bull. Puis t'imagines, t'es l'année passée, moi je disais ah bon on va j'ai lu qu'il allait être en Formule 1 chez Nissan aux côtés de Sébastien Buemi, mais t'as Mhm. Helmut Marko qui lui dit non, tu viens chez on va t'offrir mieux, on va t'offrir un volant en Formule 1 chez Toro Rosso. La première fois qu'il a conduit une Formule 1, c'était à Misano en Italie au mois de février. Donc c'était ses premiers tours de piste en Formule 1 en février. Puis là, en, ma, en septembre, il se retrouve avec une écurie du top 3. Ça fait même pas un an, donc la progression, elle est exceptionnelle. Puis imagine quand tu arrives à Abu Dhabi un an plus tard, tu fais la comparaison là, entre le Albon
qui a fini troisième en Formule 2, qui a fait une bonne saison, et tu vois le Albon qui est chez Red Bull avec des points engrangés, des performances comme celles en Belgique, là, tu vois que peut-être t'as un duo intéressant pour 2020. Mhm, exactement. Eh oui. Euh, on va parler. J'ai envie de parler justement. Je vais parler de Pierre Gasly. Je sais que on va essayer d'être très léger parce que c'est pas facile. Il a perdu son bon ami Antoine Hubert, qui était son meilleur ami depuis une quinzaine d'années. Donc on va essayer d'être soft. Mais il a quand même fait une belle course. Neuvième. Mhm. Il s'est retrouvé dans plusieurs batailles dans le milieu de peloton. Il a, il a été excellent, je trouve. Je sais que les derniers mois n'ont pas été faciles pour lui, Non. mais s'il montre ce qu'il a fait en Belgique, où il sort les coudes, moi je pense que on vient de parler d'Albon là, qui a été impressionnant, mais il peut peut-être donner des mots de tête à Helmut Marko pour lui dire écoutez, c'est peut-être une erreur que vous avez faite de me rétrograder Toro Rosso, voyons. Hmm. Et toi, moi, On verra au niveau des prochaines courses, là. oui, exactement, C'est parce que quelque chose à surveiller. oh oui. Ben, je pense que le volant chez Red Bull, ça va être quelque chose à surveiller pour les prochaines courses. Surtout en Italie, dans quelques jours. Euh, Chez Racing Point, Perez sixième, Lance Stroll dixième. Les deux pilotes qui marquent des points. Moi, je dois dire, j'étais... Perez, je sais que tout le monde parle d'Albon et de Lando Norris aussi, le pauvre Lando Norris, mais Sergio Perez, pour moi, a été en partie mon pilote du jour parce que il a été constant toute la fin de semaine. On sait que Racing Point, dans l'histoire, ben, depuis Force India, ça a été une équipe qui a très bien performé à Spa. Tu te souviens l'année Mhm. passée avec Esteban Ocon qui se qualifie troisième et Checo justement quatrième dans des conditions changeantes et qui réalise une course une très belle course là. Ça s'est montré Mhm. aussi ça s'est montré en fin de semaine. Exact, exact. Que là, on voit que chez Racing Point, ça va de mieux en mieux chez Racing Point, puis que là, la voiture pour son calibre, est en pleine forme, euh, Oui. euh, puis que son cap rivaliser avec Gris de leur niveau, on s'entend. Oui, exactement. Puis aussi, t'as Lance Stroll qui a réalisé sa marque de commerce. Un très bon départ malgré un contact avec Daniel Ricciardo. Il est passé de 16e à 10e. Mhm. Mais n'eût été de la pénalité, moi je pense que Stroll aurait été dans cette lutte pour des positions plus hautes. Mais vraiment, Perez, en fin de semaine, bon, il s'est fait dépasser par Albon dans le dernier tour. Certes, c'est pas, mais pour moi, c'est pas grave parce que ça prouve que Perez est un pilote qui est intelligent, qui est capable de gérer sa course comme il faut et qui est capable d'être agressif quand il le faut. Donc, vraiment, et en plus, Racing Point avait une évolution au niveau du châssis à quelques endroits près, surtout au niveau du nez de la voiture. Donc, là, en plus, à Monza, ça va être un circuit où ils vont être pas mal aussi avantagés. Peut-être avantagés aussi. Ils ont bien fait aussi dans les dernières années. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner chez Racing Point. J'ai hâte de voir aussi. Oui, exactement. J'en ai parlé un peu. Lando Norris, qui lui est le vrai pilote du jour, qualifié 11e, profite du petit chaos au premier virage pour se hisser à la 5e place, pour ne plus jamais la lâcher jusqu'au fameux dernier tour. Oh C'est my un, god. c'est un problème probablement de fiabilité chez les moteurs Renault, là.
qu'est-ce qui s'est passé, je ne sais pas. Norris a eu une course impeccable, si je ne m'abuse. Oui. Et je ne sais pas quel karma l'a attaqué, mais c'était triste à regarder. J'étais rempli de tristesse. J'étais nostalgique, me disant, il ne mérite tellement pas ce qui lui arrive en ce moment, là. Oh non, c'est ça en plus. Ça allait être son meilleur résultat en Formule 1. T'imagines, t'es cinquième, puis dans le tout dernier tour, tu finis avec une 11e place. Ouch! T'es le premier à ne pas marquer de points en plus. T'imagines, tout ça parce que ton moteur t'a lâché au très mauvais moment. Oh my god. Puis t'imagines, en plus, il pouvait battre Carlos Sainz. On s'entend que... Mm-hmm. Oui, vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire? Oh. Mais je disais que comme... Je pense qu'il essaie de rattraper au niveau des McLaren, puis ça a juste été désastreux chez McLaren dans la fin de semaine. Oh, oui, clairement désastreux. Puis t'as Carlos Sainz qui abandonne aussi après même pas... Je pense qu'il y avait quoi, 10%. Il y avait même pas 10% de la course qui a été faite que Sainz a été obligé d'abandonner, ce qui est triste. Je pense que c'était un problème. Je pense que là aussi c'était un problème de moteur, si je me trompe pas. Mais. Et. Pauvre McLaren. Heureusement, je dois dire, Renault ne marque que quelques petits points avec Hülkenberg. C'est juste ça, parce que sinon, imagine si la Renault était OP, était vraiment en grande forme en fin de semaine, là ils auraient commencé à sentir la soupe chaude. Puis je pense que ce sera ce sera pas Renault qui va causer des problèmes, ça va être probablement Racing Point, s'ils tiennent le coup, si la voiture tient le coup en fait. Donc, on va... Et oui, puis il y a un autre pilote aussi qui peut-être est passé sous le radar, mais qui a bien fait avant son abandon. On en parlait justement. Antonio Giovinazzi, qui lui... Très surpris de lui en fin de semaine. Très, très, très surpris de lui en fin de semaine. Mais ça a été une fin un peu plus désastreuse pour lui. Oui, exactement. Un accident au virage Pouhon, justement, j'en parlais, qui a un peu sauvé la vie de Charles... Ben, pas sauvé la vie, excusez, c'est pas le bon terme, surtout dans cet épisode, mais qui a sauvé un peu la peau de Charles Leclerc, disons, parce que Hamilton sortait la soupe chaude, mais t'as Giovinazzi qui, malheureusement, accidente sa Alfa Romeo à ce virage, mais Giovinazzi se retrouvait dans les points 8e. Il était 8e au moment de son accident. Puis il avait une très bonne stratégie en plus. Et un moteur Ferrari évolué en plus de cela. Donc ça l'aidait en plus. Donc c'est juste dommage que, comme Norris, ça se termine dans le dernier tour. Mais là, moi je dois dire, j'en ai beaucoup parlé dans le podcast, mais Giovinazzi est en train de s'améliorer au fur et à mesure. Puis je pense que le Grand Prix de Belgique, ça a été, disons, un exemple de son évolution, on va dire. C'est juste dommage que ça se termine dans le dernier. Oui, exactement. Puis en plus, le prochain Grand Prix, c'est à domicile. Donc, raison de plus d'espérer d'avoir un meilleur résultat qu'en Belgique. Haas, j'aimerais ça parler de Haas. Ben, surtout de Kevin Magnussen, qui était, disons... tu sais, en anglais, je pense on appelle ça a sitting duck, si je me trompe pas. Yep. Parce que, écoute... Yep. En fait, les deux Haas étaient complètement ailleurs, là, en fin de semaine. Ça paraissait tellement... On voyait que... Je me rappelle, il y avait une communication radio que Grosjean était dans la bataille au niveau de la 10e, la 9e, la 8e place contre Stroll, Gasly et Hülkenberg. Et là, son ingénieur lui demande de pousser, puis tout ce qu'il répète, c'est non.
je ne serais pas capable. Tout ce que je fais, c'est je suis pas capable. Il manque au moins 20 km à l'heure et je ne suis pas capable de rattraper. Je me fais dépasser. Ça a été pas mal la même histoire avec Magnussen, malheureusement. Ouais, mais Magnussen, ça a été pire que Grosjean parce que Ah oui, lui, définitivement. il s'est fait dépasser par pas mal tout le monde. Tout le monde. À un moment donné, je pense qu'il était 5 ou sixième. Puis au bout de quelques tours, il se retrouvait à l'extérieur des points. Puis il n'a jamais été... en fait, il n'a jamais été en mesure de revenir dans le top 10. Je pense t'as plusieurs pilotes qui l'ont même dépassé 2 fois. T'imagines, t'es dans les points, puis parce que ta voiture a un problème Mhm. aérodynamique, tu te fais, tu te retrouves à la traîne complètement. Là. C'est dommage. C'est C'est très vraiment... dommage. Surtout que c'est pas le moteur performant qui manque, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment l'appui aérodynamique chez Haas qui est problématique. Oh oui, clairement. Puis tu vois, tu parlais de gros gens, là. Tu vois, sur Reddit, sur le compte Reddit de la Formule 1, tu as Gunther Steiner qui faisait un Ask Me Anything. Donc les gens leur posaient des questions. Puis il y a quelqu'un, je vais le dire en anglais, qui lui a posé la question: Would you rather fight one Grosjean-sized duck or a hundred duck-sized Grosjeans? Et Steiner qui répond: One big one, definitely. A hundred little ones, oh no, they would be making so much noise. Classic Tellement Gunther. vrai. Classic Gunther. Parce que Grosjean a l'habitude de se plaindre de se plaindre à la radio ou de lancer des mate, mate, mate. Sans se moquer évidemment, mais c'est ce qu'il dit pour dire il y a quelque chose qui cloche. Donc, puis on a souvent vu, ben, surtout dans Drive to Survive, que Shiner était capable de roaster Grosjean assez solide. Et de le remettre à sa place aussi quand les choses ne vont pas bien. Mais je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça qui est un peu l'avantage d'un 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 directeur de course qui est assez direct avec ses pilotes, puis qui est assez franc, c'est qu'il y a un respect qui se, qui se crée. Puis c'est ça que Gunther Steiner a, c'est du reste. Il y a du respect pour ses pilotes, mais ses pilotes, faut qu'il y ait du respect pour lui. Ah C'est oui, moi ça qu'il faut le faire. ah oui, exactement. Je suis très d'accord avec toi. Puis, tiens, on va en reparler un peu plus, on va en reparler un peu plus tard, mais Romain Grosjean, lui, il a besoin de se tenir calme. Parce que peut-être qu'on ne le reverra pas chez As l'année prochaine. Oh que non. Donc, tu sais, les prochaines courses, bon, peut-être cette saison, c'est pas de sa faute, parce que là, la voiture est vraiment mauvaise. Mais il faut qu'il performe aussi. Tu vois, tu sais, tu sais, le fait qu'il se plaigne tout le temps, ça n'aide pas non plus. Ça n'aide pas vraiment l'écurie à se développer. Puis, tu sais, j'ai pas envie de parler de Rich Energy, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Mais sinon, pour finir, on va parler. Chez Williams, ça a été plutôt tranquille. Russell 14e, Kubica 17e quand même. Tu as parlé Hum, de hum, Kubica avec sa casse moteur, là. Mais hum. moi, je dois dire, Russell, bon, on l'a pas vu, mais il fait tranquillement sa course, hein. Vraiment, vraiment impressionné. Puis, tu vois, bon, chez Mercedes, c'est réglé. Mais un jour, on sait que tôt ou tard, s'il continue comme ça, il va se retrouver avec les flèches d'argent. Alors, ce qu'il a montré en Belgique, dans l'anonymat, ça relève quand même d'un bon développement. Et la Williams, je sais que sur les lignes droites, c'est pas fameux. La voiture est pas vraiment rapide. En fait, elle n'est pas rapide. Pas le... Mais elle est fiable. Quand même, Ouais, elle est très fiable. malgré la casse moteur, malgré la casse moteur là, des qualifications, là, au moins les deux Williams sont capables de finir la course.
Ouais, au moins, au moins. Au moins, ben c'est ça. Comme je dis, c'est on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, mais moi je le vois à moitié plein. Ça c'est une certaine victoire parce que c'est la seule écurie à ne pas avoir abandonné cette saison. Donc, t'sais, il faut féliciter Williams pour sa fiabilité. Exact. Bon, ben voilà, c'est ce qui conclut le retour sur le Grand Prix du Belgique. Court, certes, mais au moins c'est parce qu'on voulait parler un peu des plus gros points, parce qu'évidemment, nous, on a été un peu ailleurs en fin de semaine, mais pour le Grand Prix d'Italie, on va revenir un peu plus en détail sous sa formule traditionnelle. Mais sinon, au classement des pilotes, ben, disons que ça n'a pas changé. Hamilton reste premier, mais a augmenté son avance sur Valtteri Bottas. Donc, 268 pour Hamilton contre 203 pour Bottas. Verstappen fait du surplace avec 181 points et voit Vettel et Leclerc le rattraper tranquillement. 169 pour Vettel et 157 pour Leclerc. Gasly qui voyait Sainz le rattraper tranquillement pas vite a réussi avec ses 2 points à gagner un peu de distance. Et Alex Albon, lui, avec cette 5e place, se retrouve maintenant dans le top 10 avec 26 points. Donc, félicitations Alex, c'était une très belle course et te voilà maintenant dans le top 10. Je suis sûr qu'il va y rester. Chez les constructeurs, ben Mercedes garde toujours son avance, 471 points. Ferrari en a 326. Red Bull en a 254. McLaren fait du surplace avec 82 points. Toro Rosso en a 51. Renault en a 6. Mais voit Racing Point les rattraper tranquillement. Donc il y a 3 points de retard. Alfa Romeo a 32 points. Haas en a 26 et Williams a un petit point. Et la prochaine épreuve, eh bien, elle aura lieu en Italie dans quelques jours à Monza, qui va être de retour au calendrier de la Formule 1 pour les 5 prochaines saisons, donc jusqu'à la fin de Jusqu'en 2024. 2024. Yes, donc donc ça va être 5 autres années de tifosi. Ah, qu'on a hâte parce que ce Grand Prix d'Italie, c'est toujours spécial avec la passion de Ferrari, la passion de la course automobile aussi. Donc, et en plus, il y a de la pluie en fin de semaine, ce qui est très rare à Monza un jour de course. Donc, ça va être une course très, très intéressante. Probablement aussi intéressante que celle qu'on a eue en Allemagne plus tôt cette année. Je nous le souhaite, en fait. Là, on va maintenant parler du marché des transferts parce que ça a été un des sujets chauds à la rentrée des classes. Parce que ça Mhm. s'active. On a parlé de Gasly et d'Albon qui ont fait un switcheroo, qui ont échangé leur baquet. Mais là, on a eu d'autres confirmations pour 2020. Alors, Eh, pour commencer, on a appris tout d'abord que Mercedes a prolongé le contrat de Valtteri Bottas pour la saison 2020, ce qui veut dire que le Finlandais sera à sa 4e saison en Formule 1, lui qui est venu en remplacement de Nico Rosberg, qui a pris sa retraite de manière soudaine en 2016. Ce qui voulait dire que Esteban Ocon allait se retrouver sans volant dans une équipe Mercedes. Heureusement pour lui, il s'est trouvé du travail pour 2020 puisque il a signé un contrat de plusieurs saisons chez Renault aux côtés de Daniel Ricciardo. Mais là, la question était de savoir est-ce que Ocon allait être encore affilié chez Mercedes. C'était une question vraiment difficile à répondre. Selon Cyril Abitboul, là, selon Cyril Abitboul, qui est le directeur chez Renault, disait que malheureusement, Esteban Ocon aurait
devrait prendre la décision de couper les ponts, couper les liens avec son écurie d'affiliation par principe, tout simplement parce que c'est deux écuries complètement différentes qui n'ont aucune association qui n'ont aucune association entre les deux, puis que aussi on s'entendait aussi peut-être à un contrat de 2 à 3 ans chez Renault pour Esteban Ocon. Oui, exactement. Donc, un contrat de 2 à 3 ans pour Ocon, donc aux côtés de Daniel Ricciardo. Ce qui laisse Nicole Hülkenberg sans volant pour 2020 actuellement, parce que le contrat de l'Allemand se termine avec Renault, se termine à la fin de la saison actuelle. Mais là, il y a des rumeurs qu'il l'envoie chez Haas aux côtés de Kevin Magnussen. Ça reste à confirmer. Donc, là, il y a deux. Là, chez Haas, il y a deux candidats. Romain Grosjean qui est pour l'instant encore chez Haas et Hülkenberg. Mais Ocon était aussi pressenti pour aller chez Haas avec. Puis je pense on s'en était parlé hors d'onde de Brian. On avait vu une rumeur comme quoi Ocon remplacerait Grosjean parce que Steiner n'était pas content de l'accrochage entre les deux pilotes Haas en Grande-Bretagne, mais finalement ça ne s'est jamais passé. En fait, je pense qu'il n'y a jamais eu de. Non, Il y a non. jamais eu de contact, en fait, entre l'équipe américaine et le français. Puis d'ailleurs, c'est ce qui m'amène à me poser. Je pense Oui, vas-y. que c'était des oui-dire. Oui, c'était des oui-dire. Parce que c'est ça. C'était. La personne disait que c'était selon une source qui était très proche, qui était une source vérifiable, bien connue dans l'univers de la Formule 1. Mais au final, comme tu le dis, Brian, ce sont des oui-dire. Mais il y a peut-être aussi quelque chose qui me tracasse. Parce que c'est la raison pour laquelle on a décidé de ne pas renouveler le contrat de Nicole Hülkenberg. Moi, ce que je vois, c'est que. Je pense que j'en avais parlé la semaine dernière lorsqu'on parlait un peu du bilan des marchés des transferts, ben, des rumeurs en fait, c'était encore au stade des rumeurs. Mais moi je pense que Renault a décidé de laisser partir Hülkenberg parce que Ocon coûte moins cher et il est français. Je sais pas ce que t'en penses. Euh, je- côté français, je ne pense pas que ça dérange quoi que ce soit, Mhm, mais je pense que effectivement le fait que Ocon ait un petit peu plus d'expérience, surtout avec chez Mercedes, mhm. et que oui, on parle que Hülkenberg est un pilote d'expérience, oui, mais je pense que Ocon pourrait, oui, il coûte moins cher, mais pourrait amener aussi une certaine connaissance chez Renault, une certaine expertise euh, qui viendrait de chez Mercedes, je pense. Et c'est ça que je pense que c'est ça que Renault tend à rechercher chez Esteban Ocon. Je pense que Esteban Ocon aura un rôle un petit peu plus de développement chez Renault. Oui, Je sais pas ce que exactement. toi t'en penses. Ben, je suis d'accord avec toi parce que moi je pense que moi de ce que je vois avec tout ça, je pense que Renault se prépare pour 2021. C'est clair que Renault se Moi, prépare. je pense que Renault est dans une impasse en ce moment. Où tu trouves? Je trouve que je pense que Renault se trouve en ce moment dans une impasse au niveau moteur, au niveau développement de la voiture, et ça a des désavantages énormément sur le circuit. Là, on a vu les nouvelles règles pour la FIA, pour 2021, les nouvelles roues, les nouvelles règles moteurs. Euh, les régulations ne sont plus les mêmes et je pense que Renault décide de laisser 2019-2020 un petit peu plus en retrait pour Mhm. revenir en force en 2021 pour le championnat. C'est un très bon point, puis je suis vraiment d'accord avec toi parce que je pense que c'est ce qu'on veut chez Renault et je pense que c'est pour ça aussi que Renault a décidé justement de signer Daniel Ricciardo l'année passée justement pour les faire avancer pour justement la phase post 2021 parce que on sait, comme tu l'as dit, les règlements vont changer donc
il faut se préparer à l'avance. Je pense que c'est ce que Renault veut faire. Je sais que, bon, niveau moteur, les règles ne devraient pas changer en principe. Donc, c'est ce qui est un peu avantageux pour Renault, c'est justement les trouver avec quelqu'un qui a été chez Mercedes et quelqu'un qui connaît justement les moteurs Renault, qui sait comment les développer malgré tous les pépins, tous les soucis qu'il y a, d'aller justement se préparer pour 2021 et revenir, comme tu dis, revenir en force. Donc, moi je pense que c'est un duo très intéressant quand même. Mhm. Donc, un duo très intéressant, mais outre le fait que, bon, on a eu quelques mouvements de personnel, on a eu aussi un renouvellement de contrat, puisque chez Racing Point, euh, Sergio Perez va rester pour 3 autres saisons, donc 2020, 2021 et 2022. Donc, Perez, je pense, est le seul pilote du plateau actuel à avoir un contrat au-delà de 2020. Donc, parce qu'on sait que Oui, si on confirme pas avec Ocon encore, oui, on soupçonne que Sergio Perez aurait un des plus hauts contrats, excluant Hamilton, excluant Ocon, comme le troisième pilote à avoir le plus haut contrat signé, si on parle de temps, dans une écurie. Là, c'est d'avoir les autres pilotes qui sont encore au balotage, voir quels seront les contrats qu'ils vont recevoir pour l'année 2020. oui, exactement, parce qu'on sait déjà que Lance Stroll va être son coéquipier l'année prochaine. Je pense que... Exact. Mais il y avait aussi quelques rumeurs comme quoi Hülkenberg aurait, aurait été intéressé à revenir. J'ai dit revenir parce que c'est la même organisation, mais à revenir chez Racing Point parce qu'il a été chez Force India en 2012, mais aussi entre 2014 et 2016. Donc ça aurait été un duo intéressant, Mhm. mais je pense que là, la seule option possible, c'est probablement chez Oz. Peut-être même chez Williams, mais ce serait surprenant. Quoique, à moins que Hülkenberg ne fasse des miracles avec la voiture de 2020 qui arrive vraiment à revenir au milieu du peloton. Mais je pense que Hülkenberg devrait aller chez Haas aux côtés de Kevin Magnussen, son bon ami entre guillemets. Mais, Mhm. mais je pense que on aura peut-être d'autres confirmations. J'ai hâte de voir. Bon, Raikkonen, c'est chez Alfa Romeo, Raikkonen, c'est pas mal confirmé pour l'année prochaine aussi. Antonio Giovinazzi, j'espère qu'il va rester parce qu'il a montré de belles choses récemment. Euh, Chez Ferrari, ben, Charles Leclerc va rester. Sébastien Vettel devrait l'être en principe. Chez Red Bull, on en a parlé. Ben, Verstappen s'est confirmé pour 2020. On va voir qui obtiendra le volant chez Red Bull pour 2020, que ce soit entre Albon, Gasly ou Kvyat. Chez l'équipe sœur, on ne sait pas encore qui va être là, mais peut-être que Yuri Vips, qui pour l'instant fait très bien en Formule 3 et qui est un pilote de l'Académie Red Bull, pourrait justement hériter d'un de ses volants. Puis chez Williams, je pense que George Russell va rester. Lui, apparemment, il a un contrat de plusieurs saisons avec l'équipe de Claire Williams. Donc, je pense que j'ai pas oublié une écurie, Brian, je sais pas. Non, je pense que c'est pas mal clair. Je pense que les écuries, c'est pas mal les mêmes, à part pour Renault et Racing Point qui ont été confirmés. Mais sinon, au niveau Alfa Romeo, Haas et Williams, ça reste la même affaire. Toro Rosso aussi et McLaren sont très satisfaits avec leur alignement de pilotes. Et oui, il y a quelques petits changements, mais je pense que les écuries focus vraiment pour 2021. Exactement. Donc, ça, c'est réglé pour le marché des transferts. Petit mot rapide sur le calendrier 2020 de la Formule 1 qui est sorti en même temps que toutes ces nouvelles de confirmation de pilotes.
Alors, la saison va commencer comme d'habitude à la mi-mars en Australie. Puis en plus, on va avoir 7 programmes doubles parce que la semaine après le Grand Prix d'Australie, ce sera au Bahreïn. Puis ensuite, les deux nouveaux Grands Prix, celui du Vietnam, Vietnam sera la troisième épreuve en avril. Puis le Grand Prix des Pays-Bas, euh, là où Max Verstappen va avoir tout un accueil. Donc ça va être une vague orange là-bas. Ce serait le 3 mai. Est-ce que tu iras là-bas, Brian, à un moment donné? Ce serait intéressant, oui. Ouais, hein, il y a une plage pas très loin du circuit, donc ce serait nice d'y aller en plus. Aller à Donc, la plage, après ça, aller voir la course, oui, ça serait intéressant. ouais, ben, tu veux dire aller voir la victoire de Max Verstappen devant les siens. Oh que oui. Et aussi, bon, parmi la mauvaise nouvelle, ben, il y a le retour du Grand Prix d'Espagne tout de suite après celui des Pays-Bas le 10 mai. C'est la fameuse 22e course qui a été ajoutée au calendrier. T'sais, le, Mhm. Et il y en a une autre qui a été rajoutée aussi, qui vient de taper à l'œil aussi, qui me semble vraiment intéressant. Le Grand Prix du Vietnam. oui, oui, le tout premier Grand Prix du Vietnam dans les rues de Hanoï. Si vous n'avez pas vu le circuit, allez le voir, c'est quand même intéressant. Il y a un mélange un peu comme avec les S l'enchaînement des S comme à Suzuka, un emplacement similaire aussi au circuit de Sepang en Malaisie. Et c'est un circuit urbain, donc ça va être un circuit d'à peu près 5 km et demi. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que ça va être un circuit urbain Il y a des très belles rapide. droites. Oui, de très belles droites. Un virage en épingle aussi. Je pense qu'il est dans un rond-point si je me souviens point. Si je me souviens bien. Euh, J'espère que ça va nous offrir un très bon spectacle pour le premier Grand Prix. Et puis aussi, il faut parler du Grand Prix d'Azerbaïdjan qui va être avant le Grand Prix du Canada, donc un autre programme double, donc le 7 juin pour le Grand Prix d'Azerbaïdjan et le Grand Prix du Canada qui a été décalé d'une semaine, donc à la mi-juin. Ce qui veut dire, Brian, la plage va pas ouvrir avant la fin du mois de juin. Oh my god. Bref. Euh, mais non, mais c'est parce que la raison pour laquelle le Grand Prix d'Azerbaïdjan a été déplacé, c'est Excuse-moi, parce... ça coupe, Abdou. Ah, ok, pas de problème, t'as manqué un pointless que j'ai fait avec le circuit Gilles Villeneuve. Bref, pour revenir au Grand Prix d'Azerbaïdjan, ben en fait, c'est parce que en fait, la raison pour laquelle le Grand Prix d'Azerbaïdjan a été déplacé au mois de juin, avant le Grand Prix du Canada, c'est pour profiter de la frénésie de l'Euro 2020 au soccer, puisque contrairement aux dernières années, la compétition européenne va avoir lieu dans plusieurs pays, dans plusieurs villes à travers l'Europe et Bakou a été sélectionné pour, je pense, les quarts de finale de l'Euro. Donc, les promoteurs voulaient profiter du prélude de l'Euro pour justement augmenter les ventes, augmenter le nombre de tourisme dans la ville, dans la capitale de l'Azerbaïdjan. Donc, ce qui fait en sorte que le Grand Prix d'Azerbaïdjan passe avant le Grand Prix du Canada. Ce qui, logistiquement, est réalisable, contrairement à ce qui a été fait en 2016, où c'était Montréal, ensuite Bakou. Mais au moins, ça se tient tranquille. Mais sinon, la saison va se terminer le 29 novembre à Abu Dhabi. Et ensuite, on place à 2021, ou peut-être on aura plus que 22 courses parce que Liberty Media tente d'avoir 25 courses maximum par année. Alors, évidemment, le tout est temporaire parce qu'il peut y avoir des changements de dernière minute, mais en principe, ça devrait être ce qu'on devrait retrouver pour 2020.
Alors voilà, c'est ce qui complète cet épisode du Bulletin F1. Évidemment, on va être là pour le Grand Prix d'Italie. Mais la couverture qu'on fait évidemment sur les réseaux sociaux sera légèrement absente ce dimanche parce que je ne serai pas là. C'est moi qui m'occupe de toute la couverture en direct pendant le Grand Prix. Mais comme je suis occupé, je ne pourrai le faire. Mais on aura quand même le podcast la semaine prochaine. Ce sera le retour du bulletin de notes aussi sur notre site bulletinf1.com, ainsi que les évaluations post-Grand Prix que vous pouvez faire sur nos réseaux sociaux. Sur Twitter d'abord, le bulletin F1 et sur facebook.com/bulletin F1. Brian, merci beaucoup d'avoir été là. Ça fait du bien de te revoir à l'émission. Merci à toi. Je sais que tu étais très occupé et je sais aussi qu'il y a le retour des classes. Effectivement. Oh oui, donc évidemment, ça... It feels good. Ça fait du bien de réentendre ta belle voix. Do you know what it means? It's a smooth operator. Excusez, j'ai eu dans la tête. Bon, ben, je pense qu'on va arrêter sur cette fausse imitation de Carlos Sainz. Je vous invite à écouter le podcast ainsi que les anciens épisodes sur vos plateformes préférées ainsi que sur notre site web bulletinf1.com. Vous pouvez lire évidemment toutes nos chroniques, les avant-courses aussi. Et évidemment, on est sur Balado Québec où vous pouvez justement, si vous voulez commencer à créer un podcast, c'est un très bon hébergeur, c'est gratuit en plus, puis vous pouvez l'envoyer sur Apple Music, Spotify, Google Play Music, TuneIn, Stitcher, où nous sommes justement si vous nous écoutez. Donc, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires ou à nous poser des questions si jamais vous voulez héberger un podcast, on peut vous aider aussi. Donc, feel free comme ils disent. Donc, c'est ça. On se retrouve la semaine prochaine pour le Grand Prix d'Italie. Et Brian, pour nous quitter, est-ce que tu veux chanter Smooth Operator? Smooth operator. Smooth. Excuse. C'est correct, je te pardonne. Passez une bonne soirée, là. Bonne soirée à vous, merci d'avoir été là et à la semaine prochaine.